10 juin 1943, Atlantique central. La mer était calme, étrangement calme. Sous sa surface noire et impassible, le UX 115 glissait à 60 mètres de profondeur, ses moteurs électriques ronronnant comme le souffle discret d'un monstre endormi. À l'intérieur, 50 hommes respiraient un air saturé de diesel, de sueur et d'angoisse. L'odeur âcre collait à la peau, à chaque pensée, à chaque prière murmurée dans l'obscurité métallique. Lieutenant Karl Meissner, 23 ans à peine, se tenait devant le poste d'écoute. Ses écouteurs chuchotaient un grésillement continu, puis plus rien. Aucun bruit d'hélice, aucun convoi, aucun danger. Seulement le silence, un silence profond, presque sacré. Depuis 3 ans, ce silence avait été leur plus grande arme, leur manteau d'invisibilité dans un océan en guerre. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Pour l'amiral Karl Dönitz et ses commandants de meute, l'Atlantique n'était pas une simple mer. Chaque sous-marin représentait une pièce invisible, un cavalier surgissant des ténèbres. Entre 1940 et 1942, les chasseurs régnaient sur les flots. Les convois britanniques brûlaient nuit après nuit, leurs carcasses flamboyantes illuminant la houle comme des cierges funèbres. Dans les ports de Liverpool, de Halifax, de Casablanca, les marins marchands murmuraient la même phrase, toujours la même. Les U-boots sont partout, mais désormais, quelque chose changeait. Une inquiétude rampante, diffuse, montait du fond des rapports. À Kernevel, dans le quartier général de la Kriegsmarine, les officiers de Dönitz l'avaient remarqué les premiers. Des patrouilles entières restaient muettes. Des sous-marins disparaissaient sans signal de détresse, avalés par l'océan. Les équipages, jadis formés à devenir des prédateurs implacables, étaient soudain devenus des proies. L'amiral, en lisant ces rapports, fronçait les sourcils, cherchant des explications rationnelles courant, erreurs, sabotage. Mais au fond de lui, un doute, mince comme un fil d'acier, commençait à vibrer. À bord du U-615, Karl Meissner pensait à sa fiancée, à Hambourg, à son dernier courrier. Il gardait la lettre pliée dans la poche de sa vareuse comme un talisman. Elle avait écrit « Reste en sécurité sous la mer. L'océan te protège. » Ces mots, jadis doux et rassurants, résonnaient maintenant comme une prière naïve. L'océan, pensait-il, n'était plus un refuge. C'était un tombeau mouvant. Le bateau dérivait lentement, ses hélices presque immobiles, les hommes murmurant à voix basse, craignant que le son même de leur respiration ne trahisse leur position. Puis, soudain, un bruit singulier fendit le silence. Un ping métallique, aigu, d'une pureté presque surnaturelle. Il vibra à travers les parois d'acier, ricochant d'un compartiment à l'autre. Les tasses tremblèrent, un crayon roula sur une carte. Les regards se croisèrent. Qu'est-ce que c'était ? Demanda un matelot, la voix blanche. Rien, répondit le capitaine après un long silence. Probablement un écho naturel. Mais Meissner savait que ce n'était pas naturel. Le son avait quelque chose de mécanique, régulier, intentionnel. Il colla son oreille contre la paroi. Un second ping retentit, plus fort, plus proche. Ce n'était pas le bruit du hasard. C'était un signal. Quelqu'un là-haut les cherchait. Et ce quelqu'un les voyait. Dans la salle des machines, un jeune mécanicien leva la tête, inquiète. Les lampes vacillaient légèrement. L'air semblait plus lourd, plus dense, comme si la mer, elle-même, retenait son souffle. Chaque membre d'équipage sentit ce frisson collectif, celui qui parcourt les nerfs lorsqu'un prédateur devient soudain la proie. À des centaines de mètres au-dessus, un destroyer américain fendait les vagues à 20 nœuds. Dans sa salle des opérations, un opérateur penché sur son écran suivait la trace d'un écho précis. Un objet métallique, cylindrique, se déplaçant à vitesse lente, profondeur estimée 60 mètres. Le système QHB, dernière merveille de la technologie sonare, envoyait des impulsions acoustiques capables de traverser des couches d'eau autrefois opaques aux anciens appareils britanniques. Contact confirmé, annonça calmement l'opérateur, portée 1600 yards et en diminution. Le capitaine américain, un vétéran à la voix grave, esquissa un sourire discret. Il ne sait pas encore que nous le voyons.
Le destroyer ajusta sa trajectoire, ses turbines grondant avec autorité. Les hommes sur le pont ignoraient tout du duel invisible qui commençait sous leurs pieds. Seuls, dans le ventre du navire, les techniciens écoutaient le chant méthodique du sonar. Ce battement artificiel semblable à un cœur mécanique. Sous la mer, ce même battement résonnait comme un glas. Dans le U-615, chaque ping semblait plus proche, plus net, plus cruel. Le capitaine ordonna une plongée à 100 mètres, espérant échapper au signal. Les ballastes grincèrent, l'eau s'engouffra dans les réservoirs, le sous-marin s'enfonça dans le noir absolu. Meissner observait les aiguilles descendre lentement. Son ventre se serrait. Il savait que le silence n'était plus une arme. Le silence, désormais, était un piège. Un nouveau ping traversa la coque. Puis un autre, plus rapide. Le rythme s'accélérait. Toc, toc, toc. Les hommes comprirent sans qu'on leur explique. L'ennemi approchait. Dans le compartiment avant, quelqu'un fit le signe de croix. Une voix chuchota. « Sainte Marie, protégez-nous !» À la surface, le destroyer vira légèrement, suivant la ligne de l'écho comme un chasseur flairant sa proie. À bord, l'officier sonar murmura « Cap maintenu, cible en fuite lente. Préparez les charges », ordonna le capitaine. « Feu à mon signal ». Sous les vagues, le U-615 tenta de manœuvrer. Le capitaine ordonna la marche silencieuse, tous moteurs coupés sauf un. Mais le bruit du métal contre le métal, le frottement des pompes, la respiration des hommes, tout cela résonnait désormais comme un cri. Et puis, le premier impact. Une série d'explosions secoua la coque. Les lampes s'éteignirent, des gerbes d'étincelles jaillirent. Le sous-marin fut projeté de côté, les hommes heurtant les parois. L'eau s'infiltra par une soudure fendue, formant un mince filet qui grossissait à vue d'œil. « Dommage à la section arrière !» hurla un mécanicien. « Tenez la profondeur !» crie le capitaine. Mais la mer n'obéit plus. Une deuxième salve éclata, plus proche, plus brutale. Des rivets sautèrent, un cadran vola en éclats. Le vacarme était assourdissant. Mais derrière chaque explosion, Meissner distinguait encore le ping, toujours là, implacable. Il comprit alors que ce n'était pas seulement une arme, c'était une voix. Une voix humaine, froide, distante, mais terriblement lucide, celle d'un ennemi qui, pour la première fois, voyait à travers l'eau. L'océan n'était plus une forteresse, il était devenu transparent. Le Uzi 115 descendit encore, fuyant l'invisible lumière de ce sonar nouveau. Certains priaient, d'autres se taisaient. Meissner, lui, ferma les yeux et pensa à Hambourg, à la lettre, à l'odeur de son amour perdu. Puis, dans la pénombre, un murmure « Herr Lieutenant, que se passe-t-il » Meissner ouvrit les yeux, fixant la paroi métallique devant lui. Le ping cessa soudain, un silence absolu. Puis, quelques secondes plus tard, le rugissement d'une explosion qui fit trembler tout l'univers. Le monde devint lumière, feu et eau mêlés. Et au milieu du chaos, Meissner eut une seule pensée. L'océan ne protège plus personne. À 200 mètres au-dessus, le destroyer USS Buckley désignation DE-50 et un fendait les vagues à 20 nœuds. Sa coque vibrait sous la puissance des turbines, soulevant derrière elle un sillage blanc et écumeux qui s'étirait jusqu'à l'horizon. Son équipage était jeune, presque inexpérimenté. Beaucoup n'avaient jamais aperçu un sous-marin ennemi autrement que sur des photographies ou dans les récits des vétérans de l'Atlantique. Pourtant, dans les entrailles du navire, quelque chose de nouveau bourdonnait. Une invention que nul marin allemand n'aurait pu imaginer. Le sonar QHB, un bijou de technologie alliée, fruit d'années de recherche secrète. Dans la salle des opérations, baignée d'une lueur rouge, les cadrans brillaient comme des yeux vivants. Les aiguilles palpitaient au rythme des impulsions acoustiques. Lieutenant James Jim Harlow, opérateur sonar de 26 ans, écoutait attentivement. Il portait ses écouteurs comme un prêtre tiendrait une relique. Dans le silence tendu, un battement régulier résonnait à travers les haut-parleurs ping-ping-ping, le son de son propre signal rebondissant dans l'immensité marine. Toutes les quelques secondes, l'écho revenait, légèrement déformé, mais toujours net, toujours là. Portée, 1600 yards. Se rapprochant, annonça Harlow d'une voix maîtrisée. Le capitaine,
Un homme solide à la barbe poivre et sel se pencha sur la carte illuminée par une lampe de bord. Gisement stable, distance en diminution, murmura-t-il. Il ne bouge pas. Il ignore encore que nous le voyons. Les officiers échangeaient des regards discrets. Car pour la première fois dans l'histoire navale, le sonar n'était plus un simple outil de détection, mais une arme de précision. Les anciens appareils britanniques, appelés ASDIC, pouvaient repérer un sous-marin, mais perdaient la trace dès qu'il plongeait ou virait brusquement. Ce nouveau système américain, couplé au mortier Hedgehog projetant des bombes explosives vers l'avant, permettait de chasser sans rompre le contact. Harlow ajusta son casque, un sourire discret au coin des lèvres. « Les pauvres types, dit-il à mi-voix, ils croient encore que la mer les protège. » Le capitaine l'entendit et acquiesça lentement. « Pas cette fois, pas avec ça. » Il désigna le sonar, cette machine ronde et luisante, entourée de câbles et de voyants. Dans son ronronnement mécanique, il y avait quelque chose d'hypnotique, presque vivant, le son du progrès, le son de la guerre moderne. Pendant ce temps, des centaines de mètres sous la surface, dans le ventre du UC-115, Karl Meissner tressaillit. Le bruit métallique revint, plus net, plus proche. Ping. Puis un autre. Ping. À chaque écho, la coque vibrait, comme si la mer frappait du poing pour signaler sa présence. Les hommes s'échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce que c'est » chuchota un matelot. Le capitaine fronça les sourcils. « Ce ne sont pas des charges. Pas des hélices non plus. Autre chose. Il n'en savait rien. Mais ce qu'il entendait n'était pas naturel. Ce n'était pas un bruit du monde marin. C'était une pulsation artificielle, froide, calculée comme un cœur mécanique battant dans le noir. Il ne pouvait pas le deviner encore, mais ce qu'il percevait à cet instant précis, c'était le son de sa propre mort, mesuré en millisecondes. Sur le Buckley, Harlow observait l'écran oscilloscope, hypnotisé par la ligne qui ondulait doucement à chaque retour. D'onde. Écho constant, profondeur estimée, 60 mètres, annonça-t-il. Cible lente, direction sud-ouest. Le capitaine hocha la tête. Bien. Maintenez la trajectoire. Préparez les mortiers. Au-dessus du pont, la pluie tombait fine et froide. Les marins, silhouettes sombres sous les projecteurs, chargeaient les tubes Hedgehog. Chacune de ces petites bombes contenait une charge capable de fendre un sous-marin en deux. Mais contrairement aux charges classiques, celle-ci n'explosait que si elle touchait la cible directement. Cela signifiait qu'un seul impact confirmerait la destruction. Le silence d'après serait la preuve. Sous les vagues, Meissner resserra sa prise sur la console. Le ping résonnait désormais dans tout le navire, amplifié par la peur. Plongé à 80 mètres, ordonna le capitaine. Les ballastes sifflèrent, le sous-marin s'enfonça plus bas dans la pénombre. Invisible. Mon capitaine, dit Meissner, la fréquence change. C'est comme s'il nous suivait. Alors il faut le semer, répondit l'autre, la mâchoire serrée. Mais le sonar ne se semait pas. Il écoutait tout, voyait tout. Sur le Buckley, Harlow sentit le moment venir. La distance se réduisait à vue d'œil. 1000 yards, 800, 600, le son de l'écho s'intensifiait, presque vibrant à travers la pièce. Les mortiers Hedgehog furent lancés dans la mer avec un sifflement sec. 30 grenades filèrent dans les airs avant de plonger dans l'eau, traçant des arcs parfaits sous la lune voilée. Un silence tendu suivit, puis boum, une explosion, puis une autre, des bulles d'air, des débris, un souffle montant à la surface. « Touché !» cria un marin. Harlow, lui, resta immobile. Sur son écran, la ligne oscilla, faiblit, puis disparut un instant, avant de réapparaître. « Négatif, dit-il. Il est encore là. Ils descendent. » Sous les vagues, le U-615 tanguait violemment. Une lumière jaillit, des câbles rompirent, l'eau s'infiltrait déjà par une fissure. « Section arrière endommagée !» hurla un mécanicien. « Compensez !» cria le capitaine. « Tenez la profondeur !» Mais la mer se refermait sur eux. Chaque bruit de métal semblait amplifié, chaque ping plus douloureux que le précédent. Meissner posa la main sur la paroi froide et sentit la vibration. Il savait que ce n'était plus un combat, c'était une exécution lente et méthodique. Sur le Buckley,
Harlow écoutait encore. Portée 300 yards. 200. Le capitaine ferma les yeux une seconde, puis ordonna d'une voix basse. Feu final. Les mortiers rugirent à nouveau. Sous la mer, Meissner leva les yeux. Une série d'explosions déchira le silence. Les ampoules éclatèrent, les instruments volèrent. L'obscurité totale s'abattit. Une dernière pensée lui traversa l'esprit. C'est donc ça, le nouveau son de la guerre. Sur l'océan, le Buckley réduisit sa vitesse. Les marins observaient les bulles et l'huile qui remontaient lentement à la surface. Le capitaine retira sa casquette, baissa la tête et murmura « Reposez en paix, messieurs ». Le silence revint, plus lourd que jamais. Ce silence, il le savait, était désormais le bruit de la victoire. Dans son bunker de commandement à Kerstin, près de Paris, l'amiral Karl Dönitz était assis devant une table encombrée de cartes marines, de rapports chiffonnés et de tasses de café froid. Les lumières tremblaient sous les vibrations lointaines d'une nouvelle attaque aérienne. Sur le grand tableau mural, 7 petits drapeaux rouges indiquaient le mot « disparu ». En seulement 3 jours, 7 sous-marins avaient cessé de donner signe de vie. U-257, UZI 100, 34, UZIX 112, U-305, U-525, U-404, U-226. Chacun d'eux représentait 50 hommes. 350 vies effacées sans trace, sans appel de détresse, sans épave, sans survivants. Comme si l'Atlantique, l'as de la guerre, avait décidé d'engloutir ses propres monstres. Dönitz lisait les rapports les uns après les autres, ses doigts tremblant légèrement sur le papier. Les mots se répétaient. Aucune communication, silence radio, disparition totale. Puis, brusquement, il frappa la table du poing. 7 bateaux en 72 heures. C'est impossible. Sa voix résonna dans le bunker comme un coup de tonnerre. Les officiers autour de lui baissèrent les yeux. Personne n'osa répondre. Enfin, le chef des opérations, un homme mince au visage fatigué, prit la parole avec précaution. « Herr Admiral, dit-il doucement, nos renseignements suggèrent que les Américains déployaient un nouveau système de détection. Peut être un sonar actif, combiné à des radars et à des interceptions de haute fréquence. » Dönitz se redressa brusquement. « Impossible. Le son ne se propage pas aussi clairement sous l'eau. Vous le savez comme moi, il y a les couches thermiques, les courants, les interférences. C'est le chaos là-dessous. » Mais l'officier insista, d'une voix plus basse encore. « Et pourtant, Herr Admiral, il nous trouve, avant même que nous attaquions. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Seul le grésillement d'une radio lointaine se faisait entendre, ponctué par le grondement des bombardiers alliés au-dessus de Paris. Les vitres vibrèrent légèrement. Dönitz leva les yeux vers le plafond, puis revint à ses cartes. Il comprit. La guerre venait de changer. Pendant 3 ans, il avait façonné la stratégie du Reich sur une idée simple, l'invisibilité. Le sous-marin n'était pas un cuirassé. Il n'avait ni blindage ni artillerie lourde. Sa puissance résidait dans ce qu'on ne voyait pas. Les convois ennemis ne craignaient pas les torpilles, ils craignaient le silence. Mais à présent, ce silence n'était plus une arme. Il était devenu une faiblesse. Les rapports de pertes s'accumulaient comme des pierres tombales. Pour chaque convoi coulé, 2 U-boots disparaissaient à leur tour. Le ratio n'était plus tenable. Les statistiques, froides et impitoyables, remplaçaient les espoirs. 1941. Le temps des victoires nocturnes. 1943. Le temps des chasses inversées. Les chasseurs étaient devenus gibier. Dönitz se leva lentement et marcha vers la carte murale. L'Atlantique y semblait immense, infini. Mais il savait que ce n'était plus un territoire de liberté. C'était une cage, quadrillée par les radars, les sonars et les patrouilles aériennes alliées. Chaque carré représentait un piège potentiel. « Il nous voit partout », murmura-t-il, presque pour lui-même. L'officier des communications s'approcha, hésitant. « Herr Admiral, nos sous-marins signalent aussi des attaques aériennes coordonnées, même la nuit. Il semble que les avions alliés utilisent un nouveau type de radar de bord. » Dönitz ne répondit pas. Son regard restait fixé sur l'océan peint devant lui. Ce bleu qui autrefois symbolisait la domination invisible du Reich n'était plus qu'un cimetière.
Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Il se souvenait de l'année 1940, du jour où il avait expliqué sa stratégie à Hitler. « Nos sous-marins, disait-il, sont les loups gris de l'océan. Ils frapperont sans être vus. » Et maintenant ces loups perdaient leur croc, traqués, épuisés, aveuglés, par une mer devenue hostile. Un téléphone sonna, sec et brutal. L'un des officiers décrocha, écouta quelques secondes, puis tourna vers Dönitz un visage blême. « Herr Admiral. Message urgent du commandement de l'Orient. U-687 vient de disparaître à son tour. » Le silence retomba, plus lourd encore. Dönitz se passa une main sur le visage. Ses traits semblaient soudain vieillis de 10 ans. « 8 » murmura-t-il. « 8 en 4 jours. » Il fit quelques pas, titubant presque. Dans sa tête, il revoyait les visages de ses officiers disparus, les photos d'équipage, les sourires figés dans le passé, tous ces jeunes hommes qu'il avait envoyés dans la mer, confiants dans leur invisibilité. « L'océan, dit-il d'une voix éteinte, n'est plus notre allié. » L'officier des opérations hocha la tête, les yeux humides. « Herr Admiral, il faut peu être envisagé de retirer temporairement nos forces. » Dönitz tourna vers lui un regard, glacé. « Retirer? Abandonner l'Atlantique? C'est admettre que nous avons perdu la guerre. » Puis il se tut. Il savait que c'était déjà le cas. Le vent du destin soufflait dans une direction qu'aucun amiral ne pouvait inverser. Au dehors, le grondement des bombardiers s'intensifia. Une poussière fine tomba du plafond. Les murs tremblèrent. La lumière vacilla. Le monde rétrécissait autour de lui. L'amiral se rassit lentement, attrapa son stylo et ouvrit son journal personnel. Il resta un long moment immobile, écoutant le bruit sourd de la guerre qui approchait. Enfin, il écrivit une seule phrase. « La mer s'est retournée contre nous. » Il posa le stylo, referma le carnet et resta là, seul, le regard perdu dans le vide. Sur la table, les cartes de l'Atlantique semblaient flotter sous la lumière vacillante, comme si elles-mêmes se dissolvaient lentement, englouties dans les profondeurs. Cette nuit-là, le grand stratège des océans comprit que la guerre moderne n'appartenait plus aux loups des mers, mais aux machines, aux signaux, aux ondes invisibles. Le courage ne suffisait plus, l'instinct ne sauvait plus personne. Les hommes de fer avaient trouvé leurs limites face à la science des ondes et du calcul. Au-dessus de lui, dans le ciel noir de France, les bombardiers alliés passaient en formation serrée. Chacun d'eux portait, dans son ventre, la promesse d'une aube nouvelle, une aube sans croix gammée, sans meute, sans silence meurtrier. Et tandis que les explosions résonnaient au loin, Dönitz leva les yeux vers la lampe tremblotante et murmura, comme à un fantôme, « Le loup a perdu ses crocs, mais il n'a pas encore cessé de hurler. » À bord du UX-115, la tension était devenue une entité vivante. Elle flottait dans l'air, épaisse, étouffante, se glissant dans les poumons de chaque homme. Le sous-marin allemand descendait lentement dans le ventre froid de l'Atlantique, traqué par un ennemi invisible. Dans la salle de contrôle, la lumière rouge baignait les visages tendus. Chacun écoutait. Le silence n'était plus un refuge, mais un supplice. Puis, à travers le métal, retentit un son clair, sec, presque mécanique. Ping. Profondeur. 180 mètres. Lança le maître timonier, la voix serrée. Préparez-vous pour le silence absolu, répondit le capitaine Meissner. Les moteurs se turent, les lumières s'éteignirent, ne laissant qu'un éclat rougeâtre, presque spectral. Les hommes cessèrent de bouger. Même respirer semblait trop bruyant. On n'entendait plus que le clapotement lointain de l'eau contre la coque et les pings réguliers du sonar ennemi. Chaque écho se rapprochait, comme le battement d'un cœur étranger. Le capitaine serra le périscope. Son front était perlé de sueur. « Tenez la profondeur, » murmura-t-il. « Ne faites aucun bruit. » Mais le bruit vint d'en haut. Un grondement, puis un souffle, titanesque. Boum! Le premier paquet de charge de profondeur explosa juste au-dessus d'eux, secouant le sous-marin comme une boîte de conserve. Les cadrans éclatèrent, projetant des éclats de verre. Un marin fut violemment jeté contre la cloison, une traînée de sang dessinant une courbe sur le métal gris.
Dommage sur les ballasts arrière, cria un mécanicien. Maintenez la profondeur, compensez manuellement. Un autre grondement, plus proche, puis 3 déflagrations consécutives. Boum, boum, boum. La coque hurla sous la pression. Le métal gémissait, se pliait, résistait. Les rivets, un à un, craquaient comme des os. Le U-boot semblait vivant, blessé, suffocant. L'eau s'infiltrait par une fissure minuscule près du compartiment moteur. « Pourquoi ils n'arrêtent pas » hurla une voix. « Parce qu'ils savent exactement où nous sommes » répondit Meissner sans lever les yeux. Ils savaient. Les destroyers au-dessus n'improvisaient plus. Ce n'étaient plus des chasses à l'aveugle, des paris dans la nuit. C'était de la science mathématique, froide, implacable. Le sonar américain n'écoutait pas. Il voyait. Le son devenait une arme, un rayon guidé dans l'eau, capable de transformer un écho en cible. Un nouveau ping traversa la coque. Plus aigu. Plus proche. Chaque homme le sentit vibrer dans son crâne. « Ils nous ont !» cria l'opérateur. Meissner ferma les yeux. « Préparez-vous à l'impact. » Un souffle monstrueux secoua le navire. L'obscurité totale engloutit tout. Le tableau électrique explosa dans une pluie d'étincelles. Des câbles brûlants tombèrent du plafond. L'odeur âcre du caoutchouc fondu se mêla à celle du diesel et du sang. Un marin tomba à genoux, les mains jointes. Sainte Mère de Dieu, mais Dieu semblait absent des profondeurs. Le capitaine tenta de garder le contrôle. « Pompes manuelles, fermez les cloisons avant, tenez la barre à 0. » Désordre, hurlait dans l'obscurité. On s'y accrochait comme à des prières. Les voix se mélangeaient aux gémissements du métal. Puis, un autre choc. Une explosion sourde fit s'éteindre le dernier voyant rouge. Au-dessus, à 200 mètres plus haut, le destroyer américain USS Buckley fendait les vagues à 20 nœuds. Le pont vibrait légèrement sous la force des turbines. Dans la salle sonare, le lieutenant James Jim Harlow écoutait attentivement ses écouteurs. Il perçut un écho bref, déformé, puis un silence. « Contact perdu, monsieur. Probable destruction. » Le capitaine du Buckley hocha lentement la tête. « Marquez la position. Préparez-vous à rejoindre le convoi. » Sur le carnet de bord, un simple point fut tracé. Un autre sous-marin allemand rayé de la mer. Pour les hommes du Buckley, c'était une victoire. Une ligne dans un rapport. Une lumière qui s'éteignait sur un écran. Mais pour ceux du USI 115, c'était la fin du monde. Silence revint. Un silence épais, liquide. Meissner ouvrit les yeux. Une lueur d'urgence clignotait faiblement, éclairant la salle de contrôle d'un rouge mourant. « Rapport de situation », cria-t-il. « Ballast arrière inondé », répondit un homme, la voix tremblante. « L'alimentation principale est coupée », cria un autre. « Pression à 180 mètres. »« Ça monte. » Meissner posa une main sur la coque. Il sentit la vibration profonde, sourde, comme une respiration étranglée. Le métal pliait lentement. « Nous devons remonter, » dit-il. Lentement. Si on dépasse 200 mètres, la coque cédera. Mais le mécanicien secoua la tête. « Les réservoirs sont bloqués, capitaine. Le ballast avant fuite aussi. Nous sommes trop lourds. » Un silence. Puis Meissner dit calmement. « Très bien. Nous tenterons de compenser par l'air d'urgence. Préparez-vous. » Les hommes s'activèrent dans la pénombre, leurs gestes précis malgré la peur. Sous-marin commença à vibrer, cherchant à remonter, mais il resta immobile, suspendu dans l'eau comme une pierre vivante. Soudain, un nouveau ping, plus fort que les précédents. « Ils reviennent !» cria l'opérateur sonar. Une série d'explosions suivit, plus violentes encore. La coque se déforma, des jets d'eau jaillirent de partout. Un hurlement métallique remplit l'air, insupportable. Un marin se jeta sur le sol, les mains sur les oreilles. « Mon Dieu, on va éclater !» Il regardait les aiguilles trembler, puis s'arrêter. La profondeur dépassait 200 mètres, puis 210, puis 220. Tout le monde, cramponnez-vous. Le craquement fut long, profond, presque majestueux, comme le soupir d'une bête ancienne qui s'effondre. La coque se rompit par le centre. L'eau s'engouffra avec un rugissement de tempête. Les lumières s'éteignirent pour de bon. Dans les ténèbres, les voix des hommes s'éteignirent une à une, avalées par la mer. Au même moment, à bord du Buckley, Harlow retira son casque.
Le son de la mer reprit paisible, presque innocent. Le capitaine, impassible, regardait l'océan. « Vous croyez qu'il y a eu des survivants » demanda un marin. « Non, » répondit Harlow. « À cette profondeur, personne ne survit. » Il nota calmement l'heure dans le journal. 08h45, cible détruite. Puis il ajouta, presque machinalement, « Mer calme. » Aucun contact supplémentaire. Mais cette mer calme cachait des tombes. Des centaines d'hommes reposaient là, dans leur cercueil d'acier. Sous les vagues, le Uzi 115 continuait de sombrer. Lentement, majestueusement, comme une cathédrale engloutie, les faisceaux de lumière filtrés par les fissures faisaient briller les visages immobiles des marins. Les bulles s'élevaient, argentées, silencieuses. Le capitaine Meissner, le dos appuyé contre la cloison, regardait le plafond s'effondrer. Son corps tremblait, mais ses yeux restaient calmes. « Si nous devons mourir, » dit-il doucement, « alors mourons en silence. » Le sous-marin se posa enfin sur le fond marin, à près de 300 mètres de profondeur. Un nuage de sable s'éleva autour, puis retomba lentement, comme une poussière d'étoiles, et alors, dans le calme absolu, quelque chose résonna encore, un dernier ping lointain. Le sonar du Buckley qui balayait l'océan, ignorant que ces ondes touchaient encore les tombes qu'il avait créées. Au-dessus, la guerre continuait. Le Buckley rejoignit son convoi, escortant les cargos remplis de vivres et de carburant destinés à l'Angleterre. Dans la salle de commandement, Harlow ôta son casque et le posa sur la console. « Vous savez, dit-il au capitaine, on dirait presque qu'ils nous entendent encore. » Le capitaine esquissa un sourire fatigué. « C'est peu. Être bien le cas, lieutenant. La mer garde tout, même les voix. » Ils restèrent un moment silencieux, écoutant le bruissement régulier des vagues contre la coque. Puis le navire reprit sa route, glissant vers l'horizon. Des années plus tard, bien après la guerre, des pêcheurs des Açores racontèrent qu'ils entendaient parfois, la nuit, des sons étranges à travers les filets, des pulsations lointaines, des échos métalliques comme des voix perdues dans les profondeurs. Les anciens disaient que c'étaient les âmes des marins allemands, piégés dans leurs navires d'acier. Les scientifiques, eux, parlaient de réverbérations acoustiques, de courants marins, de coïncidences. Mais parfois, quand la mer était calme et que la lune se reflétait sur l'eau, on pouvait presque distinguer un murmure, halte la profondeur, compensé manuellement, comme un souvenir qui refuse de mourir. Et sur les cartes marines modernes, à la position marquée ce jour-là par le Buckley, il n'y a plus qu'un mot, en petites lettres. Épave. Rien d'autre. Aucun nom, aucun visage. À la mi-année 1943, la bataille de l'Atlantique entra dans sa phase la plus brutale, la plus impitoyable, la plus décisive. Pendant 3 jours consécutifs, les forces alliées détruisirent 7 U-boots allemands, une catastrophe sans précédent dans toute l'histoire de la guerre sous-marine. Les marins allemands l'appelleraient plus tard Die Schwarzwoche, la semaine noire. Un nom qui, dans les mémoires, sonne comme un glace, comme la fin d'un âge de domination et de terreur. Pour chaque U-boot qui osait faire surface, un destroyer allié muni d'un sonar, révolutionnaire, verrouillait sa position avec une précision chirurgicale. Pour chaque tentative d'évasion en plongée, les radars de surface repéraient le mince tube du Schnorchel, cette bouée de survie technologique censée leur offrir une discrétion vitale. Et pour chaque message codé que l'amiral Dönitz envoyait à ses meutes de loups dispersés dans l'océan, les cryptographes de Bletchley Park, cachés dans leur baraquement au cœur de l'Angleterre, le déchiffraient avant même qu'il atteigne sa destination. La guerre avait changé de nature. Le courage ne suffisait plus. La technologie venait de dépasser la bravoure humaine. Au port de l'Orient, l'un des bastions les plus redoutés du Reich, les couloirs de béton vibraient encore sous le grondement des moteurs diesel. Des silhouettes grises, usées, se pressaient entre les bunkers. Les marins du U-boot WAF parlaient à voix basse, évitant le regard des officiers. Certains murmuraient qu'il existait, désormais des destroyers fantômes, capables de voir à travers la mer. D'autres disaient que les Américains avaient inventé des armes qui chassaient par le son, des machines qui entendaient les battements de cœur à des centaines de mètres de distance. En vérité, ces fantômes portaient des noms bien réels: USS Buckley, USS England, USS Bogue. Ils appartenaient à une nouvelle génération de destroyers d'escorte,
spécialement conçus pour traquer les sous-marins allemands. Leurs coques élancées abritaient des laboratoires de guerre sonore. Le sonar QHB, les mortiers Hedgehog, attirent vers l'avant, et des schémas de charge sous-marine calculés au millimètre. Ces navires ne se contentaient plus de chercher l'ennemi, ils le traquaient méthodiquement, en formant des groupes d'attaque coordonnés, triangulant le son d'un moteur ou d'une hélice comme on suivrait une étoile dans le ciel. C'était une symphonie de destruction, chaque ping étant une note dans la partition mortelle de l'Atlantique. Un survivant du U-634, repêché après 3 jours d'errance dans une mer glaciale, raconta son enfer aux interrogateurs britanniques. Ses yeux, brûlés par le sel, semblaient encore entendre les échos d'un monde submergé. « Nous les avons entendus avant de les voir », murmura-t-il. Les pings, c'étaient comme des cloches d'église dans un cercueil. Chacun se rapprochait un peu plus. Nous avons prié pour que le silence revienne. Il n'est jamais revenu. Ces mots se répandirent dans les bureaux des renseignements alliés, transcrits à la machine sur du papier jauni. Pour les officiers de la Royal Navy, c'était une confirmation. Pour les marins allemands, une condamnation. Dès le mois d'août de cette même année, l'amiral Karl Dönitz, commandant suprême de la flotte sous-marine, prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Ordonna la suspension de toutes les opérations de meute de loups. Les pertes n'étaient plus soutenables. Chaque victoire allemande sur un convoi se payait désormais par 2 ou 3 U-boots coulés. Le ratio était devenu un gouffre, et dans ce gouffre, Dönitz voyait s'effondrer l'héritage même de sa stratégie. Il passa ses nuits dans son bunker de Kernevel, près de l'Orient, à étudier les cartes de l'Atlantique. Autrefois, cette mer représentait l'espoir, la promesse d'une domination invisible. Ces U-boots sillonnaient les routes maritimes comme des prédateurs silencieux, frappant sans prévenir. Les cargos britanniques brûlaient par dizaines, et chaque explosion faisait trembler Londres. Mais en cet été 1943, les cartes avaient changé de couleur. Là où Dönitz voyait jadis des zones, bleues, tranquilles, il ne distinguait plus qu'un océan criblé de croix rouges. Chacune marquait un naufrage. Chacune représentait 50 hommes perdus, 50 familles sans nouvelles, 50 noms rayés du registre, 50 destins engloutis dans la même tombe liquide. Un officier entra dans la salle, apportant un nouveau rapport. « Herr Admiral, les transmissions du U-525 se sont interrompues depuis 3 jours. »« 3 jours. Toujours 3 jours, » murmura Dönitz. « C'est le temps qu'il faut pour mourir en mer. » Il posa son stylo et observa longuement la grande carte fixée au mur. L'Atlantique semblait respirer devant lui, vaste et indifférent. « Nous avons construit une arme qui ne peut pas vivre à la lumière du jour, » dit-il enfin d'une voix lasse. Et maintenant, le jour s'est levé. Son adjoint, un jeune capitaine, baissa les yeux. « Que devons-nous faire, monsieur ?»« Retirer nos loups, les cacher dans les ports. Là, mer ne nous appartient plus. » Ainsi, l'amiral des profondeurs accepta l'inévitable. Les meutes, jadis si redoutées, se dispersèrent. Les bunkers de Lorient, de Brest, de Saint-Nazaire se remplirent de coques meurtries. Dans les ateliers, on répara des navires qui ne repartiraient plus. Les mécaniciens travaillaient en silence, conscients que la guerre qu'ils menaient était déjà perdue. Les rumeurs circulaient dans les rangs. Certains disaient que les Anglais avaient trouvé un moyen de lire dans les pensées. D'autres juraient qu'ils pouvaient écouter le battement des moteurs à travers des centaines de kilomètres d'eau. Les marins les plus superstitieux affirmaient même que la mer elle-même s'était retournée contre eux, qu'elle trahissait leur position, lassée de porter tant de morts. Dönitz, lui, savait la vérité. Ce n'était pas la mer, mais les hommes. Des ingénieurs, des mathématiciens, des physiciens, ces artisans de la nouvelle ère, avaient forgé des armes que ni la bravoure ni la foi ne pouvaient vaincre. Dans les bureaux feutrés de Washington, des ingénieurs américains présentaient fièrement les résultats de leurs innovations. Un sonar plus précis, une coordination radio plus fluide, une artillerie sous-marine capable d'ajuster sa cadence selon la profondeur. À Londres, les spécialistes de Bletchley Park célébraient leur succès discret, chaque message intercepté, chaque code brisé, chaque convoi sauvé. Et à Paris, dans les cercles de la résistance, on murmurait que la mer commençait enfin à se libérer. Pourtant, au fond, derrière ces murs de béton, Dönitz continuait de croire en la mission sacrée de ses marins.
Il écrivit dans son journal, d'une écriture droite et méthodique, « Nous ne nous rendrons pas. Même si la mer elle-même nous rejette, nous continuerons à plonger. Car plonger, c'est nier la surface et nier la défaite. Mais la réalité, implacable, rattrapait ses idéaux. Les convois alliés traversaient désormais l'Atlantique avec des pertes minimes. Le trafic maritime, jadis menacé, se multipliait. L'Angleterre respirait à nouveau. Le blocus allemand s'effritait comme du sable sous la pluie. Le mois de septembre arriva. Dans les ports de la façade atlantique, les U-boots restaient amarrés, inutiles, les coques couvertes d'algues et de sel. Leurs équipages épuisés buvaient en silence dans les tavernes de l'Orient. Les chansons de guerre s'étaient tues. Il ne restait plus que des murmures, des souvenirs, des fantômes. Un soir, alors que la pluie battait sur le bunker, Dönitz resta seul dans la salle de commandement. Il contempla les portraits de ses capitaines disparus, les visages jeunes, confiants, immortalisés avant l'abîme. Il murmura pour lui-même. Le courage sans visibilité n'est rien. Nous avons cru que la mer serait notre allié éternel, mais elle n'a fait que nous, prêter sa patience. Il ferma les yeux, et dans le silence, il crut entendre encore les échos des sonars alliés, ces pings froids, réguliers, qui résonnaient comme les battements d'un cœur mécanique, le son même de la défaite. Quelques jours plus tard, les Alliés annoncèrent officiellement que la bataille de l'Atlantique était gagnée. Les routes maritimes étaient sécurisées. Les approvisionnements vers l'Europe pouvaient désormais affluer sans crainte. Le blocus de la faim, que Dönitz espérait imposer à l'Angleterre, n'avait pas eu lieu. Dans les journaux britanniques, les titres célébraient la victoire des ondes et du son. Les reporters parlaient de « la revanche de la science sur la peur », mais pour les survivants des équipages allemands, ces mots sonnaient creux. Dans leurs cauchemars, ils entendaient toujours les pings résonner, les explosions rouler, les coques pliées. Ils se souvenaient des visages disparus, des prières murmurées avant, l'impact, des mains tendues vers la surface qui ne viendrait jamais. L'amiral Dönitz, lui, continua de commander encore 2 ans, fidèle à un rêve déjà mort. Mais il sut, ce soir-là, en regardant la mer déserte, que la guerre avait changé d'époque. L'Atlantique, jadis royaume des chasseurs invisibles, appartenait désormais aux machines, et sur la carte étalée devant lui, Dönitz posa lentement son doigt sur un carré rouge, celui où 7 U-boots avaient disparu en 3 jours. « C'est ici, » murmura-t-il, « c'est ici que nos loups ont perdu leur croc. » Puis, dans un souffle que personne n'entendit, il ajouta « Et c'est ici que la mer a appris à parler. » Mai 1945, Flensburg, Allemagne. La guerre touchait à sa fin. Les pavés de la base navale encore trempés de pluie reflétaient les silhouettes fatiguées des officiers allemands. Les drapeaux noirs et rouges avaient disparu, remplacés par les uniformes sobres des Memsese britanniques. L'air sentait la défaite un mélange de fumée, de rouille et de résignation. Dans son bureau dépouillé, l'amiral Karl Dönitz se tenait droit, malgré la lassitude qui pesait sur ses épaules. Quelques jours plus tôt, Adolf Hitler s'était donné la mort dans son bunker berlinois. Par une ironie cruelle du destin, Dönitz, le commandant des sous-marins, était devenu le dernier Führer du Reich pour quelques jours seulement. Ce matin-là, il s'était préparé à rencontrer les officiers britanniques venus recevoir la reddition officielle. Devant eux, il posa lentement son képi sur la table et déclara d'une voix grave « L'arme sous-marine allemande a fait tout ce que des hommes pouvaient faire. Ce n'est pas le courage qui nous a manqué, c'est la technologie qui nous a vaincus. » Les officiers alliés restèrent silencieux. L'un d'eux, un capitaine de la Royal Navy, nota ces mots dans son carnet. Dönitz détourna le regard. Dans sa mémoire résonnaient encore les rapports qu'il avait lus 2 ans plus tôt. 7 sous-marins perdus en 3 jours, anéantis par une arme invisible, le sonar américain. Les historiens allaient plus tard débattre des véritables tournants de la guerre de l'Atlantique. Certains diraient que tout avait basculé lorsque les cryptographes de Bletchley Park avaient brisé le code Enigma. D'autres parlèrent de l'apparition du radar, ou des patrouilles aériennes de longue portée menées par les bombardiers Liberator. Mais pour les hommes qui avaient vécu sous la mer, un autre souvenir dominait tout. Un son. Ni le rugissement des explosions, ni les cris des coques qui se tordaient sous la pression, mais un simple ping régulier, métallique, implacable, le battement de cœur du sonar.
C'était ce son-là qui avait changé le visage de la guerre, ce son-là qui avait transformé l'océan en un champ de bataille où plus rien ne pouvait se cacher. Karl Meissner, le jeune lieutenant de 23 ans du U-615, n'entendit jamais la fin de la guerre. Son dernier message radio remontait à la nuit du 10 juin 1943, puis plus rien. Silence absolu. À Hambourg, sa fiancée reçut une enveloppe scellée. À l'intérieur, une simple phrase dactylographiée. Disparu en mer, présumé perdu. Elle garda la lettre pendant des années, jaunie par le temps, posée sur la table de sa chambre. Parfois, elle croyait encore sentir sur le papier l'odeur de l'eau salée. Des décennies plus tard, bien après la fin des hostilités, des océanographes américains entreprirent une mission d'exploration au large des Antilles. Leur sonar, des descendants directs du même appareil qui avait détruit les U-boats, balayait le fond marin à plus de 2000 mètres de profondeur. Un jour de juin, l'écran de contrôle afficha une silhouette étrange, un long cylindre brisé, à demi, enfoui dans la vase. Le numéro encore lisible sur la coque fit frémir les chercheurs. U-615. Lorsque les caméras du robot sous-marin s'approchèrent, elles révélèrent un spectacle figé dans le temps. La coque était intacte, sauf à l'arrière, là où les charges de profondeur avaient éventré l'acier. À l'intérieur, tout restait à sa place. Des tasses de métal, une montre arrêtée à 11h10 et un carnet de bord dont les pages se détachaient lentement, emportées par les courants. Sur une cloison, les scientifiques remarquèrent des marques circulaires, de petits enfoncements réguliers. C'étaient les impacts du sonar ennemi, gravés dans l'acier comme les battements d'un cœur disparu. L'histoire du U-615 n'était qu'une parmi tant d'autres. Entre 1940 et 1943, les sous-marins allemands avaient régné sur l'Atlantique. Les marins britanniques appelaient cette période le temps des loups. La nuit, les convois brûlaient comme des villes flottantes, et chaque traversée devenait une prière. Mais en l'espace de quelques mois, tout avait changé. Les Alliés avaient combiné le sonar, le radar et la cryptanalyse. Les communications radio des U-boats, autrefois leur lien vital avec Dönitz, étaient désormais piégées. Les destroyers américains naviguaient en formation serrée, traquant les sous-marins comme des chasseurs de fantômes. Chaque ping était un pas vers la mort. Dans les archives de la Kriegsmarine, une note manuscrite de Dönitz subsiste encore. On y lit ces mots, écrits d'une main tremblante. « La mer s'est retournée contre nous. » Cette phrase simple et terrible résumait tout. La mer, jadis allié et refuge, était devenue l'ennemi. Les courants, les profondeurs, les ombres, tout ce qui protégeait autrefois les U-boats, servait désormais à les piéger. Les ingénieurs allemands avaient conçu leur navire pour disparaître, pas pour être vus. Mais le sonar, lui, voyait tout. Il traversait les ténèbres, rebondissait sur la tôle, revenait comme un écho funèbre, et chaque retour signifiait la fin d'un équipage. À bord des destroyers américains, l'ambiance était très différente. Les jeunes opérateurs, à peine sortis de l'entraînement, manipulaient leurs écrans avec l'assurance de pionniers d'une ère nouvelle. Pour eux, la guerre sous-marine n'était plus un duel d'instinct, mais un jeu de chiffres, d'ondes et d'angles. Contact à 1600 yards, distance décroissante, annonçait le sonariste James Harlow à son capitaine. Une phrase brève, presque banale. Pourtant, derrière ces mots se jouait la mort d'une cinquantaine d'hommes. Les explosions qui suivaient n'étaient plus le fruit du hasard. Chaque détonation était calculée, prévue, orchestrée. Le son guidait la main de la guerre. Dans les profondeurs, Meissner et son équipage avaient compris trop tard que quelque chose avait changé. Le ping revenait, de plus en plus fort, comme un marteau frappant leur tombe. Ils tentaient encore les manœuvres d'évasion classiques, virages brusques, plongées rapides, silence radio. Rien n'y faisait. Le sonar suivait. Implacable. Quand la première salve de charge explosa, la lumière s'éteignit d'un coup. Les cadrans volèrent, l'eau s'infiltra par les joints fissurés, et le métal gémit comme une bête blessée. Le capitaine hurla l'ordre de colmater. Meissner se jeta sur une vanne, ses mains glissant sur l'huile. Une seconde explosion déchira le compartiment arrière. Puis, plus rien. Silence. Dans le présent, les chercheurs qui observaient l'épave sur leurs écrans ressentirent un étrange frisson. Ce silence-là n'était pas vide. C'était un silence habité le souvenir d'un monde englouti,
d'une guerre que la mer elle-même semblait vouloir garder secrète. L'un des océanographes, un vieil homme originaire de Boston, déclara à voix basse « C'est ironique, n'est-ce pas? Le même son qui les a détruits nous permet aujourd'hui de les retrouver. » Le progrès ne s'était pas arrêté en 1945. Des décennies plus tard, les navires modernes utilisaient encore les descendants du sonar QHB perfectionné, miniaturisé, intégré à des systèmes informatiques capables de distinguer un poisson d'un drone, mais à chaque ping, quelque part dans les profondeurs, résonnait encore l'écho du passé. Le son qui avait mis fin au silence. Pour les survivants de la guerre sous-marine, ce bruit restait gravé dans la mémoire. Certains affirmaient l'entendre encore, la nuit, dans le bourdonnement d'une horloge ou le cliquetis d'une canalisation. Ce n'était pas seulement un signal, écrivit un ancien sous-marinier. C'était le son de la mort qui s'approchait. Lentement, régulièrement. Dans les ports allemands, les veuves se souvenaient des années où l'on recevait chaque semaine des lettres officielles. Des noms, toujours plus de noms, des fils, des frères, des fiancés. La mer ne rendait rien, et pourtant, au fond de l'Atlantique, les U-boats reposaient encore, alignés comme une armée fantôme. Leur acier, rongé par le sel, brillait sous la lumière des submersibles. Sur certaines coques, on pouvait encore lire les insignes peints, un loup, une ancre, une devise, mais aucun son ne venait plus troubler les abysses. L'océan avait retrouvé son silence. En surface, l'humanité avait appris une leçon que Dönitz lui-même avait pressentie. La technologie, une fois libérée, ne connaît ni pitié ni repos. Ce qui avait commencé comme un instrument de survie était devenu un outil d'extermination méthodique. Dans un monde désormais dominé par le radar, les satellites et les missiles, le sonar, restaient un symbole, celui de la première victoire totale de la machine sur l'instinct humain. Les historiens aiment parler de dates, de chiffres, de batailles. Mais dans l'histoire de la guerre de l'Atlantique, tout se résume à un son. Un seul, régulier, inexorable. Ping, le son qui marquait la fin d'une ère, la fin du mythe du chasseur invisible. Le son qui rappela à l'humanité que même les ténèbres peuvent être illuminées et que nul refuge, pas même les profondeurs, ne dure éternellement. À Flensburg, ce même son hantait encore les rêves de Dönitz jusqu'à sa mort 25 ans plus tard. Il disait parfois à ses proches « Quand j'entends une horloge, j'entends encore le sonar. » Et lorsque les cloches sonnèrent le jour de ses funérailles, certains jurèrent avoir perçu, dans leur écho lointain, quelque chose d'autre. Un ping, faible, mais net. Le son qui mit fin au silence. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.